Voilà, donc je présente rapidement les intervenants, mais vous avez leur biographie dans le programme, donc on va directement aller droit au but. On va faire un débat assez interactif, il n'y a pas de déclaration longue de chacun, c'est plutôt un débat entre nous, très rapide pendant la première heure, et ensuite on vous donne la parole, c'est vous qui interviendrez. La première question, on va commencer par toi, on va commencer par l'ordre, finalement Jean-Christophe. Est-ce que le monde a totalement changé depuis le 24 février ou est-ce qu'il y a en fait des structures qui restent les mêmes et que c'est un épisode? Est-ce que cette guerre marquera un tournant de la même nature que l'implosion de l'Union soviétique ou est-ce que c'est un épisode dramatique parmi d'autres? Alors, tu parles du 24 février, et je pense qu'effectivement, c'est une date qu'il faut retenir, puisque c'est celle du début de l'agression de la Russie et de l'invasion de l'Ukraine. Mais je me demande s'il ne faut pas aussi parler du 2-3 septembre, enfin voilà, du moment où il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, où les Ukrainiens ont repoussé les troupes russes sur une large partie du front et ont reconquis des territoires qu'ils avaient perdus au tout début de la guerre. Et donc, j'attire l'attention là-dessus parce que finalement, jusqu'à cette date-là, on était encore dans la vision d'une Russie qui était une superpuissance qui imposait sa volonté par la force et qui, justement, avec son langage de force, finalement, avait réussi à se réimposer sur la scène internationale. Et là, tout à coup, on se pose la question et on se demande si cette superpuissance est à ce point vraiment une superpuissance. Donc là, à nouveau, cette guerre, effectivement, rebat les cartes. Et sinon, un autre point, bien sûr, que tu as signalé tout à l'heure dans ton introduction, finalement, en Europe, le rôle des États-Unis, qui est redevenu finalement une puissance très importante, alors qu'on se disait que les États-Unis étaient en train de se désengager de l'Union européenne. Et là, on voit que cet axe occidental, finalement, reprend de la vigueur, ce qui pose d'ailleurs question à la France, qui cherchait à permettre à l'Europe d'exister sur le plan de façon plus indépendante sur le plan de la défense. Et là, vraiment, l'OTAN est devenue finalement l'organe de sécurité auquel tout le monde se rallie aujourd'hui en Europe. Et évidemment, derrière l'OTAN, ce sont les États-Unis. Donc là, il y a pour les États-Unis qui continuent à, sinon, effectivement, avoir un regard essentiellement tourné vers la Chine. Et pour eux, cet enjeu de la rivalité entre les États-Unis et la Chine reste prédominant. Merci. Sylvie, la même question. Rupture stratégique ou épisode dramatique parmi d'autres? Non, c'est effectivement une rupture stratégique parce que c'est le retour de la guerre en Europe. Mais cela dit, il y avait des tendances lourdes avant. Et alors, moi, j'adhère complètement à l'idée de nouvelle guerre froide. C'est une guerre froide d'un autre type. C'était un peu les conséquences du piège de Thucydide, où la guerre, où la puissance affirmée, les États-Unis, a peur de la puissance montante, la Chine, et ne veut pas qu'elle devienne la première puissance au monde. Ça a été dit d'ailleurs clairement par Kurt Campbell, qui est un des conseillers de Joe Biden, en disant le Royaume-Uni avait repris le flambeau de la France, les États-Unis ont repris le flambeau du Royaume-Uni, et aujourd'hui, il est hors de question que ce soit la Chine. Donc il y a une véritable guerre froide qui se traduit d'ailleurs aux Nations Unies, puisqu'il y a longtemps il y a quelques années, qu'au Conseil de sécurité, il est impossible de prendre des décisions à cause du veto russe la plupart du temps et du veto chinois. Donc je pense que ça remonte un petit peu à Trump et puis ça s'est consolidé avec Biden, avec aussi une idéologie, c'est-à-dire avec Trump, en dehors de la guerre commerciale, mais ça c'est gérable et c'est de bonne guerre d'une certaine manière. Il y a la guerre technologique qui prenait la forme d'un blocus, c'est-à-dire empêcher la Chine d'acquérir un certain nombre de technologies, et puis une forme de guerre idéologique, alors qui est plus démocrate que républicaine, qui est cette espèce d'alliance des démocraties où on pense qu'on peut faire évoluer les régimes et changer les régimes. Donc, en fait, à l'inverse, les puissances autoritaires ont été consolidées.
Donc Poutine a fait une erreur majeure en décidant de cette guerre, mais sinon il avait gagné beaucoup, parce qu'il avait gagné le respect, il était pratiquement sûr que l'Ukraine ne serait jamais membre de l'OTAN, il était devenu la nouvelle Mecque des pays du Proche-Orient, ce que me disaient les ambassadeurs arabes à Moscou, où effectivement tout le monde venait, et puis il a sauvé la Syrie, que ça nous plaise ou non. En Afrique, parce qu'il a fait un sommet sur le modèle des sommets France-Afrique ou Chine-Afrique, et les Africains m'ont dit qu'il était terriblement populaire en Afrique. Donc il avait gagné tout ça, il avait une armée qui était considérée comme puissante, et il considérait, et là il y a un point commun avec la Chine, que l'Occident est décadent. Et en fait, c'était à la fois Trump, l'attaque du Capitole, c'est les Gilets jaunes en France, c'est le Brexit au Royaume-Uni. Et il dit, vous voyez, les démocraties, c'est en fait des régimes faibles et ça mène au chaos. Et donc, il y avait un regain d'intérêt pour ces hommes forts, donc Poutine, Xi Jinping, Erdogan, et ils avaient le sentiment d'avoir le vent en poupe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Poutine est quand même considérablement affaibli dans le monde. Il l'est peut-être en Russie, ça reste à voir. En Ukraine, mais la messe n'est pas dite. On fera des conclusions une fois que tout cela sera terminé. Mais on se trouve quand même dans ce rapport entre les autocraties et les démocraties, et puis surtout le Sud global qu'on a tendance un petit peu à oublier, et chacun veut le rallier à sa cause. Et force est de constater jusqu'à présent, même si la Chine n'aime pas cette guerre et a appelé à un cessez-le-feu, mais en tenant compte des intérêts de sécurité des deux parties, même si l'Inde a dit que le temps n'était pas à la guerre, il n'empêche que la rencontre de pays qui constituent plus de la moitié de la population du monde à Samarcande est quand même révélatrice du fait qu'il n'y a pas que l'Occident. Et donc, il faudra gérer les relations avec ces pays qui, effectivement, veulent avoir le choix, ne veulent pas avoir à prendre parti et ne veulent pas être alignés sur l'un ou l'autre. Mais c'est comme ça que le monde va être défini, en fait, entre des formes de blocs, démocratie, autocratie, et puis le reste, comme on dit aux Nations Unies, par rapport à l'Ouest, le reste. Et il faudra gérer ça, et de manière intelligente, et pas seulement en leur disant vous nous suivez. Tara, tu penses aussi qu'on a une nouvelle guerre froide ou que c'est quelque chose d'un peu différent ? Bonjour à tous, merci Pascal de l'invitation. Alors, je crois que c'est un peu différent. En fait, je pensais à ta question sur rupture stratégique ou continuité. J'ai le sentiment que dans ce cas précis, c'est les deux. Il y a une rupture stratégique avec la guerre pour un certain nombre d'acteurs et aussi une continuité pour d'autres qui se sentent peut-être moins concernés par cette guerre. Et c'est justement cette contradiction-là qu'on vit, nous, en tant qu'Européens, très violemment, si je puis dire. Je ne vais pas vous refaire, surtout vous ennuyer avec l'histoire de la construction européenne, mais l'essence du projet européen, au départ, c'est un projet de paix. On est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme, évidemment, de l'Holocauste, et on a envie de créer un projet qui est totalement différent, un projet de paix dont on considère qu'il va se construire au fur et à mesure grâce à des interdépendances économiques. Et de fait, ça a relativement bien marché pour nous pendant un certain temps. Le choc du 24 février, pour les Européens, du coup, il est double. Il est la réalisation qu'en fait, la guerre peut revenir sur le continent européen. Et soyons honnêtes, en fait, la guerre, elle avait continué de faire rage, parfois même très proche du voisinage de l'Europe, dans les Balkans, notamment dans les années 90. Bon, premier choc, retour de la guerre. Deuxième choc, les interdépendances économiques dont on considérait qu'elles étaient notre plus grande force peuvent aussi être une source de vulnérabilité et, dans ce cas précis, sont une source énorme de vulnérabilité. Et on sait que la puissance européenne, pour l'instant, c'est plutôt une puissance économique. On essaye de la transformer en une puissance politique. La Commission européenne, maintenant, parle même de puissance géopolitique, mais on en voit les prémices. Face à ce double choc, les Européens réagissent assez rapidement, on va dire de manière assez unie. Ils décident de fournir de l'aide matérielle, humanitaire, financière à l'Ukraine. Bon, là, on est dans la boîte à outils européenne assez classique. Pour moi, là où le changement de paradigme a lieu, c'est que l'Union européenne, pour la première fois, livre des armes létales à l'Ukraine. Un pays qui n'est membre ni de l'Union européenne, ni de l'OTAN.
Donc on fait le choix stratégique de livrer des armes létales à un État tiers. Ce choix-là, honnêtement, il questionne évidemment beaucoup notre place en tant qu'Européens. Est-ce que c'est une renonciation à l'essence du projet qui est ce projet de paix? Est-ce qu'on considère au contraire que justement pour préserver le projet de paix, il faut aider les Ukrainiens dans ce moment-là? On a fait un choix à un moment donné, et tu as fait allusion aussi dans ton discours plus tôt, Pascal, sur le fait qu'il y a des divergences entre Européens aujourd'hui, sur la manière dont on fait face à ça. C'est-à-dire, est-ce l'avenir de la relation avec la Russie, la manière dont on voit les choses, la manière dont on a envie que notre action avec les Ukrainiens aille beaucoup plus loin ou pas? Comment est-ce qu'on construit ce que Emmanuel Macron a appelé dans son discours aux ambassadeurs une capacité de négociation pour la paix, s'assurer que les Européens créent un espace où il peut y avoir une négociation entre les Ukrainiens et les Russes à court, moyen et long terme? Là-dessus, on est sur une vraie discussion. Mais c'est une discussion, d'une certaine manière, qui nous concerne, nous. On a l'impression que c'est une discussion universelle. Là où on a aussi une troisième forme de réalisation, c'est que c'est une discussion qui nous concerne, nous. Le reste du monde se dit, oui, c'est une guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Vous avez décidé d'aider les Ukrainiens, et vous avez tout à fait le droit de le faire, mais vous ne pouvez pas considérer que cette guerre-là, qui remet d'une certaine manière en cause l'essence de votre projet, remet en cause l'ordre mondial. Les choses continuent pour nous. Donc ça, c'était quand même aussi peut-être le troisième choc pour les Européens, de se dire, mais comment ça, tout le monde n'est pas de notre côté. Ceci étant dit, il y a quand même toute une action diplomatique qui est en cours. Il y a effectivement une réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, où on a vu un certain nombre d'États soutenir plus ou moins Poutine. En même temps, Poutine se retrouve pour la première fois à dire à son allié chinois qu'il comprend ses préoccupations quant à la situation en Ukraine. Et il dit ça publiquement. C'est filmé, c'est rapporté. Le Premier ministre indien rencontre Poutine, certes, mais Poutine se retrouve à lui dire qu'il voit effectivement que ça interroge aussi les Indiens, ce que les Russes sont en train de faire, jusqu'où ils veulent aller. Le ministre indien des Affaires étrangères à l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue cette semaine l'a dit assez clairement, le temps n'est plus à la guerre. Il y a une forme d'affirmation, sachant que les Indiens, au début de la guerre, disaient que ce n'était pas une guerre, c'était un conflit, qu'ils n'avaient effectivement pas tellement envie de s'en mêler. Je ne dis pas que les Indiens et les Chinois sont en train de venir de notre côté du tout. D'ailleurs, je pense qu'il faut bien distinguer les Indiens et les Chinois. Je ne suis pas totalement sûre non plus qu'il y ait un Sud global. Je pense que, et tu l'as un peu dit, il faut laisser la capacité à chacun de ces États de décider quels sont ses intérêts. Et d'une certaine manière, le quatrième choc auquel on est confronté en tant qu'Européens est précisément celui-là. Nous, on considère que le fait de diversifier nos partenariats, de parler à tout le monde, c'est une force. Quand on voit des pays qu'on considérait un peu comme des partenaires plutôt juniors le faire également parce qu'ils défendent leurs intérêts, on perd un peu nos moyens. Ils font exactement la même chose que ce qu'on fait. Ils sont à la recherche de leurs intérêts et ils maximisent les manières dont ils peuvent faire fructifier leurs intérêts. Ce qui signifie que les choses vont être plus difficiles pour nous sur la scène internationale. Je ne pense pas que ça remette fondamentalement en cause le multilatéralisme, c'est juste qu'on voit des acteurs agir comme nous, on a toujours agi. Et donc, ça va nous nécessiter qu'on modifie un peu notre boîte à outils. Ça va nécessiter qu'on affirme très clairement quels sont nos intérêts. Ça va nécessiter que les Européens se mettent un peu d'accord entre eux. Et là aussi, on va avoir du travail parce qu'il y a des divergences, des convergences sur notre vision de l'avenir de notre relation avec la Russie, qui ne dépendent d'ailleurs pas que de nous. Ça dépend évidemment de ce que Poutine va continuer ou pas à faire. Les indications de cette semaine sont plutôt inquiétantes. Est-ce que le régime va changer ou pas? De toute façon, il y a quelque chose qui va se construire avec la Russie en tant qu'Européens. On a juste du mal à l'imaginer avec la Russie de Poutine. Et donc, nous, on vit un moment qui est une rupture stratégique pour nous, pas forcément une rupture stratégique pour les autres. Merci Tara. Même question, Pierre. Alors, bonjour à tous. Je vais essayer d'éviter de répéter ce qui a été dit avant moi. Moi, il me semble que cette guerre a exacerbé un certain nombre de choses qui étaient déjà en construction ou en filigrane dans le monde des dernières années, que ce soit la guerre froide avec la Chine, que ce soit l'émergence de puissances régionales qui s'émancipent de la tutelle des superpuissances. Le jeu de la Turquie, par exemple, qui est très, très fondamental dans cette équation ukrainienne. Ça fait des années que la Turquie, en Libye, en Azerbaïdjan, en Afrique, mène son jeu et, tout en étant dans l'OTAN, a une politique qui est celle d'Erdogan et pas celle de qui que ce soit d'autre.
l'Arabie saoudite, intéressant l'Arabie saoudite, dont la sécurité était basée sur l'alliance avec les Américains à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qui tout d'un coup se retrouve avec Trump, avec une attaque iranienne, et que Trump ne bouge pas, et qui décide que, décidément, leur intérêt n'est pas forcément de faire dépendre complètement leur sécurité des États-Unis. Donc on avait, ça je parle de la période qui précède, donc on avait déjà ces tendances réelles d'autonomisation de pôles dans le monde qui ne faisaient pas nécessairement sens global, mais qui étaient des remises en cause de la manière dont le monde avait fonctionné précédemment. La guerre est venue précipiter ça, et on est aujourd'hui dans une situation... alors on ne sait pas comment on sortira de la guerre, c'est la question qui nous est posée. Pour sortir de la guerre, il faudrait déjà qu'elle se termine, et elle n'est pas prête de se terminer, et on ne sait pas dans quel état les acteurs seront au sortir de la guerre. Est-ce que la Russie sera toujours entre les mains de Poutine et une force avec laquelle il faudra compter, ou est-ce qu'elle se sera au contraire écroulée par les mécanismes que Poutine a mis en route, en interne ou en externe, et dont on voit aujourd'hui qu'ils ont le potentiel, en tout cas, de miner la Russie de l'intérieur. Ça, c'est une question qui déterminera l'après. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait que dans le monde qui se dessine, il y a une dimension, alors vous en avez tous un peu parlé, tu en as parlé dans ton discours tout à l'heure, qui nous est apparue clairement pendant la guerre et qui n'était pas perçue, ou en tout cas dont on n'avait pas aussi conscience, c'est effectivement le fait qu'une partie du monde ne nous suit pas automatiquement, même quand nous estimons, et nous pouvons le dire avec certaines preuves, que nous sommes du côté du droit international, par exemple, dans le cas de l'Ukraine. Et une partie du monde nous dit, oui, mais enfin, hier, vous avez couvert d'autres crimes ailleurs, où vous en avez commis vous-même, et ça ne vous a pas empêché de dormir. Et ça, c'est un miroir qui nous est envoyé par une partie du monde qui est extrêmement dérangeant, troublant, et qu'on ne pourra pas laisser sans réponse dans le monde d'après, pour reprendre une expression du Covid qui est bien désuète aujourd'hui. Et quand on voit le sommet de Samarcande, c'était intéressant parce qu'il y avait 41% de la population mondiale représentée. 24% du PIB mondial, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais quand même, les deux pays les plus peuplés au monde, l'Inde et la Chine, etc. L'Iran, un pays intéressant dans cette équation. Ce n'est pas un bloc. Il n'y a aucune... la seule unité, d'une certaine manière, qu'il y avait entre ces pays, c'était leur opposition à l'hégémonie occidentale sur le monde. C'est le seul point commun. Et sinon, dès qu'on rentre dans le détail, entre la Chine et l'Inde, évidemment, on sait qu'il y a des sources de conflits considérables et aucune possibilité aujourd'hui qu'il y ait une alliance entre la Chine et l'Inde. L'Iran est un pays qui s'est rapproché de ce bloc-là, mais de ce camp-là, mais qui est un pays qui est farouchement indépendant et qui ne rentrera pas dans un giron à 100%, etc., etc. Le risque, c'est que demain, nous laissions par exemple, en cas de victoire du camp occidental dans cette guerre, qui est probable dans le contexte actuel, en tout cas, il peut se passer beaucoup de choses, mais qui est une forte possibilité. Si nous décidons que on a gagné, on ne change rien au monde, je pense qu'on court le risque de laisser se constituer un bloc de l'autre côté, qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui a le potentiel de remise en question de ce que nous avons incarné aussi comme arrogance et comme certitude dans un fonctionnement international. Et je pense qu'on se tromperait beaucoup parce que le monde a déjà changé. Qui est le premier partenaire aujourd'hui économique de l'Afrique? Je suis désolé, ce n'est pas l'Europe, c'est la Chine. Qui est le premier partenaire économique de l'Amérique du Sud? C'est la Chine. Qui est le premier partenaire économique de l'Asie du Sud-Est? C'est la Chine. C'est-à-dire que le monde, il a déjà changé, et nous sommes en train de nous demander pourquoi ce monde ne nous suit pas. Et en fait, il y a une vraie remise en question de
notre façon de voir le monde qui ne change rien à l'engagement qu'on a aujourd'hui avec l'Ukraine et qui est, à mes yeux, légitime et juste dans le contexte de cette agression russe, mais qui, dans la réflexion qu'on doit avoir sur le monde d'après, est fondamentale. Merci. Dans vos 4 interventions, l'idée de ce Sud global a été mise en avant. Et aussi, on a de plus en plus cette idée de The West versus The Rest, l'Occident contre les autres ou à côté des autres. Est-ce que ce Sud est vraiment global ? Est-ce qu'effectivement, on ne va pas constituer quelque chose qui n'est pas, parce que leurs intérêts sont divergents, ils ne sont pas tous. Donc, est-ce que l'on va vers une nouvelle division du monde avec un Occident qui veut continuer à dire, nous disons le droit international, nous disons les valeurs universelles, donc il est quand même normal que vous nous suiviez, et des gens qui disent, désolé, c'est plus le cas. Comment faire, effectivement, de commencer à ne pas agir. C'est un peu, je dirais, emblématique du discours de Macron devant les Nations Unies cette semaine. Il a compris que le risque, c'était cette division, l'Ouest contre le reste. Et en même temps, on a du mal à voir ce qu'il met en avant pour pouvoir les faire changer d'avis. On va continuer par le même ordre. Oui, je pense qu'effectivement, le Sud global est quand même assez divisé. Quand on se souvient de l'appellation des BRICS, qui étaient Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, c'est quand même une entité qui continue à se réunir de temps en temps, mais dont on voit qu'elle n'a pas une capacité d'entraînement très forte sur le plan, que ce soit économique ou que ce soit politique. Donc le Sud, je pense que l'Afrique est évidemment un continent qui représente aujourd'hui, qui rassemble énormément d'enjeux et qui est un terrain de compétition aussi très rude entre la Chine, effectivement, dont on a dit qu'elle était le premier partenaire économique, l'Europe qui a été dont plusieurs pays ont été les anciennes puissances coloniales et donc vis-à-vis desquelles il y a, on voit bien au Mali, par exemple, au Niger, un fort ressentiment contre la France aujourd'hui, qui naît un petit peu de ce passé qui n'est pas passé, mais en même temps l'Europe qui garde des liens extrêmement forts, des liens migratoires, des liens économiques, des liens culturels. Donc voilà, je pense que l'Europe garde aussi une capacité par l'aide au développement, par des stratégies d'accompagnement d'un certain nombre de pays africains, garde aussi une influence importante. Et ensuite, effectivement, l'Indo-Pacifique, si on raisonne en termes géostratégiques, qui devient aussi une zone alors où il y a beaucoup d'eau et pas beaucoup de terres habitées, mais qui reste néanmoins un lieu aussi de nouvelles compétitions. Alors, est-ce que les Européens et les Occidentaux, déjà, est-ce qu'il faut parler des Européens ou des Occidentaux ? Est-ce que les Européens, on va parler des Européens, finalement, gardent une capacité d'entraînement je pense que c'est pas simple en ce moment parce que les Européens eux-mêmes finalement ont beaucoup de problèmes en interne et que finalement ils gardent une influence évidemment très forte à l'ONU. Ça reste là aussi, les chiffres sont toujours un peu perturbants parce que effectivement la Chine en général cartonne par sa puissance, son PIB, etc. Mais quand on raisonne à l'échelle européenne, tout de suite l'Europe devient un ensemble commercial et géostratégique beaucoup plus important quand on raisonne à l'échelle européenne plutôt que les nations qui constituent l'Union européenne. Mais en tout cas, l'Europe aujourd'hui est un peu plongée dans les difficultés, plongée justement dans les défis stratégiques que pose l'agression de la Russie contre l'Ukraine et donc a peut-être une difficulté aujourd'hui à avoir cet effet d'entraînement à l'échelle mondiale. Oui. Oui, je pense que cette
cette prise de conscience que nous ne sommes pas seuls au monde et que les Occidentaux ne représentent pas la communauté internationale dans son ensemble, quand d'ailleurs on ne parlait pas du monde civilisé, ce qui est encore pire. Et donc cette prise de conscience, c'est en fait, oui, du reste, du Sud global, même s'ils sont divisés, bien entendu, l'idée, c'est pas de se rassembler, mais ils ne veulent plus qu'on leur dicte leur position, ils ne veulent pas être alignés. Et le meilleur exemple de ça, c'est la visite d'Anthony Blinken, ministre, enfin l'équivalent ministre des Affaires étrangères américain, qui va en Afrique du Sud. C'était le service après-vente après le déblocage du port d'Odessa pour la livraison des céréales, qui est intéressé au premier chef les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Donc chacun a fait son service après-vente. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'est rendu dans quelques pays africains. Sergueï Lavrov aussi, et il est allé à Addis Abeba, où est le siège de l'Union africaine, ce qui était assez intelligent. Et Anthony Blinken a fait aussi une tournée. Et en Afrique du Sud, la ministre des Affaires étrangères lui a dit, écoutez, ça suffit, arrêtez de nous dire ce qu'on doit penser, ce qu'on doit dire, et qu'on doit être aligné sur vous, sinon, bon, on peut avoir des problèmes. Et là, je pense qu'il y a une forme d'incompréhension encore, parce qu'Anthony Blinken lui a dit non, on ne veut pas du tout vous imposer, mais quand même, on a raison. C'était plus ou moins ça le discours. Et c'est un peu aussi le discours du président de la République, en fait, aux Nations Unies, en disant vous vous trompez si vous pensez que c'est une guerre régionale, vous vous trompez en pensant que le non-alignement, c'était comme avant. Et donc, je pense que ce qu'il faut, c'est s'adresser à ces pays en fonction de leur mérite. Pendant des années, l'Union européenne a refusé d'aider à construire des infrastructures dans un monde qui en avait encore besoin. Les Chinois ont fait cette étude-là et ont dit c'est de cela qu'ils ont besoin. Et donc, les routes de la soie, bon, avaient sans doute aussi d'autres objectifs, mais visaient à donner satisfaction sur ce point. Et les Africains disaient ça a permis le désenclavement. Nous, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait de l'aide à la gouvernance. L'aide à la gouvernance, ça veut dire qu'on leur disait ce qu'il fallait faire en matière de lutte contre la corruption, c'est très bien, sauf que ça n'a jamais eu d'effet. Ce qu'il fallait faire en matière de parité, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas perçu comme une priorité pour eux. Donc on revient de ça, les leçons ont été tirées, et l'Union européenne a adopté un projet qui s'appelle Global Gateway, et qui est un projet d'infrastructure dans les pays d'Asie, ce qui est très bien, sauf qu'il faut arrêter de dire qu'on fait ça pour contrer la Chine. Je crois qu'il faut qu'on arrête de dire que tout ce qu'on fait avec ces pays, c'est précisément pour contrer la Chine ou pour contrer la Russie. C'est en fonction de leur mérite propre. Il faut une coopération. L'Indonésie va être probablement la 4e puissance mondiale. Et moi, je me souviens dans le passé que quand il y avait des réunions entre l'Europe et l'Asie du Sud-Est, les réunions qu'on appelait CE ASEAN à l'époque, les ministres asiatiques se déplaçaient en Europe et en Asie. Les ministres européens ne trouvaient pas le temps d'y aller. Donc je pense qu'il faut cultiver les relations avec tous ces pays selon leurs mérites propres et puis éviter de dire on fait ça contre la Chine et contre la Russie. Clara, sur le même sujet. Je crois que là aussi, on s'est retrouvé un petit peu coincé et on s'est rendu compte que notre système était à double tranchant, c'est qu'on a beaucoup invoqué nos valeurs. Et ce qui a irrité nos partenaires et parfois nos adversaires, c'est justement l'invocation de ces valeurs, parce qu'ils nous disent, parce que vous avez dit aussi tous, on les invoque un peu quand on veut et on considère que c'est la base de notre système. Quand on fait référence à des principes, et à des principes notamment de droit international, c'est-à-dire la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays, soudain on se retrouve avec un peu plus de partenaires qui partagent notre point de vue, avec qui on peut travailler. Et c'est là où du coup je me dis, je pense vraiment que le multilatéralisme n'est pas mort et que l'ordre mondial n'est pas totalement en train de changer, parce que c'est précisément sur cette base-là qu'on a eu des échos et des conversations avec des pays partenaires de partout dans le monde, d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique, où ils se sont dit effectivement, sur la base de la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, on ne peut pas être du côté de la Russie. Sur cette base-là précisément, on peut considérer que c'est une base qui est un dénominateur commun très faible, mais c'est quand même un dénominateur commun sur lequel on peut s'entendre. Et ça fait qu'aussi, nous, Européens, Occidentaux, on est sur une discussion à armes, si je puis dire, à armes égales avec ces partenaires-là. On n'est pas dans une logique où on a l'ascendant
et ils sont en dessous de nous. Là aussi, le bouleversement, en fait, il se fait plus pour nous. C'est là où peut-être que nous, on a tendance à confondre notre ordre à nous et l'ordre mondial, mais notre place à nous, là-dessus, change. Et je trouve que c'est là où c'est intéressant. Donc, je pense qu'on a besoin de développer des relations avec des pays pour leur mérite propre. On le fera aussi sur la base de nos intérêts. Il ne faut pas non plus se voiler la face. On l'a bien vu là. Sur la question de l'interdépendance économique et énergétique, on a décidé de se détourner totalement de la Russie. Ça signifie que dans le très court terme, on a besoin de trouver, sans que ce soit des partenaires ou des alliés, en tout cas des partenaires économiques, disons, et des partenaires énergétiques, juste pour s'assurer que votre maison, ma maison, soit chauffée cet hiver. Là, c'est très, très, très concret. C'est la politique étrangère qui s'immisce dans le chauffage des gens. Ça, je pense que ça ne peut pas être plus concret que ça, en réalité. Et c'est là où la vie des citoyens et votre participation, je pense, me fait aussi plaisir aujourd'hui, c'est que c'est très important, ce sujet. Ce n'est pas du tout éloigné de vous. On vit dans un pays où la politique étrangère est généralement assez éloignée des citoyens. Le processus de prise de décision est très limité. Votre engagement, il est aussi important pour ça, je pense, aujourd'hui. Et ça transforme notre manière d'envisager des relations, d'accepter qu'en tant qu'Européens, on a des intérêts, que parfois on ne va pas agir que sur la base de valeurs qui seraient supérieures à d'autres, mais on a besoin de travailler ensemble, on va avoir besoin de diversifier. On a fait le choix justement de se distancer de la Russie, et je pense que ce choix, pour le coup, il va se faire, c'est un choix sur le moyen et le long terme qui est très clair, mais ça signifie aussi que sur le très court terme, on accepte de faire des accords économiques avec des pays dont on peut considérer que le respect des droits de l'homme, des droits de la femme notamment, ne sont pas forcément reluisants. On fait ce choix-là aujourd'hui. Est-ce que c'est le Sud global ou pas le Sud global? Je n'en sais rien. C'est juste un choix qu'on fait qui s'inscrit dans cette logique-là, mais qu'on doit assumer nous aussi. Pour illustrer ton propos, il y a le fait qu'on coupe l'approvisionnement en gaz de Russie en s'étonnant que les Russes le coupent également. Enfin, on pensait qu'on a dit on ne vous achète plus, mais laissez-nous le temps de nous retourner, comme si la Russie allait dire vous m'emmerdez, je vous emmerde aussi. Enfin, c'est quand même un peu naïf. Et donc, pour des raisons morales, puisqu'ils ont fait la guerre, on arrête d'acheter du gaz aux Russes. Et du coup, on va chez MBS. Et donc, le président américain qui voulait faire du prince héritier de la Russie un paria parce qu'il avait fait assassiner Jamal Khashoggi, vient chez lui pour lui demander de nous fournir du pétrole. C'est toujours au nom de la morale, c'est aussi une contradiction. Et il refuse. Moi, je voudrais poser une question. En fait, je me demande dans quelle mesure on n'est pas dans la même situation qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, on n'est pas dans une guerre mondiale, on est dans une guerre qui a un impact mondial. On le voit bien, les céréales, l'énergie, l'inflation. Il n'y a pas un coin du monde qui ne soit pas affecté par cette guerre d'Ukraine. Et on voit aussi une contestation de l'ordre établi international tel qu'il fonctionne depuis 1945, c'est-à-dire est déterminé par les vainqueurs de la guerre à une époque où le monde était encore largement dominé par les empires coloniaux. Et on est aujourd'hui dans un monde qui ne ressemble en aucune façon au monde qui a été dessiné en 1945. Est-ce que cette guerre à impact mondial et qui bouscule beaucoup de certitudes stratégiques, politiques, diplomatiques, économiques, etc., n'est pas l'occasion, voire une nécessité, de remettre en cause cet ordre-là? La SDN, la Société des Nations, je parle pour ceux qui sont en classe et qui doivent réviser leurs cours, la Société des Nations s'est écroulée parce qu'elle n'a pas su empêcher la Seconde Guerre mondiale. Je vous renvoie à une vidéo que je trouve extraordinaire, historique, qui est incroyable, qu'on trouve sur le site de l'INA. C'est Haïlé Sélassié, l'empereur d'Éthiopie, qui va à la Société des Nations à Genève. Je crois que c'est 1936, 33, je ne sais plus, enfin à peu près. Il est attaqué par l'Italie fasciste. Il va devant la Société des Nations en français, avec une cape blanche. Il est tout petit, avec une cape blanche, il est à la tribune. Et il dit, si vous nous laissez tomber aujourd'hui, si vous nous laissez envahir par l'Italie, c'est vous demain. C'est-à-dire que la répétition générale de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas la guerre d'Espagne, c'est la guerre d'Éthiopie. Et la SDN, c'est-à-dire nous, la communauté internationale de l'époque, n'a pas su comprendre ça. Elle est morte. Et
après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé l'Organisation des Nations Unies sur le thème du « plus jamais ça ». Bon, aujourd'hui, les Nations Unies, Sylvie l'a dit tout à l'heure, sont morts, paralysées. Les Nations Unies sont capables d'agir dans leurs organisations spécialisées pour aider les réfugiés, pour nourrir une partie du monde qui subit la famine, etc. Mais les Nations Unies ne sont plus capables aujourd'hui d'une initiative politique. J'entendais ce matin encore Alexis Corbière, député de La République, qui dit « il faut envoyer des casques bleus en Ukraine ». Mais c'est absurde, soit il connaît rien, soit il fait de la démagogie, mais on ne peut pas envoyer de casques bleus si les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ne sont pas d'accord. Donc, veto russe. Au cours des 30 dernières années, les seuls vétos enregistrés au Conseil de sécurité ont été soit russes, soit chinois, soit américains. Chacun pour protéger soit son action à lui, soit l'action de ses pays clients. L'Angleterre, le Royaume-Uni et la France n'ont pas utilisé leur veto depuis 30 ans, depuis la fin de la chute du mur. Et aujourd'hui, cette instance est paralysée, elle est morte politiquement. Depuis la Syrie, d'ailleurs, c'est la Syrie qui a été la crise majeure sur laquelle les Nations Unies n'ont pas réussi à prendre une initiative politique. Il faut inventer la suite, il faut réinventer ce système de gouvernance mondiale, de régulation des conflits, de capacité d'agir collectivement, que ce soit sur les questions de guerre et de paix, sur lesquelles il n'y a plus aujourd'hui d'instance collective, ou sur les questions on ne peut plus majeures que sont le réchauffement climatique ou des crises de ce genre, sur lesquelles on voit bien que le système des COP est intéressant, mais il a montré ses limites et qu'il n'est pas suivi de suffisamment d'effets. Donc, est-ce que cette crise n'est pas l'occasion de remettre ce système international sur la table? Peut-être qu'on y sera obligé à la fin de cette guerre, devant le chaos du monde, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Si demain, on a un monde dans lequel il n'y a plus de règles, et c'est en train de devenir le cas, et ça, c'était peut-être le point le plus pertinent de l'intervention de Macron aux Nations Unies, quand il leur a dit « si vous laissez la Russie envahir l'Ukraine, quel pays africain peut dire que son voisin plus puissant ne va pas l'envahir ?» Et c'est valable pour tous les continents. Donc, il y a une nécessité de redéfinir des règles collectives, puisque les précédentes ne marchent plus, comme c'était le cas avec la Société des Nations. Mais là, il y a deux, Pierre, entièrement d'accord avec toi, il y a 2 rendez-vous qui ont été manqués. Je veux dire, là, pour moi, la fin de la guerre froide, c'est plus que la chute du mur de Berlin, c'est quand Gorbatchev accepte de lâcher son allié irakien et de voter contre lui aux Nations Unies pour faire la seule fois la guerre du Golfe de 90 qui n'a pas eu les conséquences dramatiques de la guerre d'Irak de 2003. Et Gorbatchev accepte de lâcher son allié irakien parce qu'il veut que l'ONU joue ce rôle de gardien de la paix, etc. Et puis, là, moi, je remonterais un peu avant la Syrie. Parce qu'avant la Syrie, il y a la Libye. Et la Russie, Medvedev, qui veut s'allier à l'Occident, qui résiste à Poutine là-dessus, s'abstient sur le vote de la résolution qui prévoit de protéger la population. Poutine lui dit « tu vas voir, les Occidentaux vont t'avoir comme d'habitude, c'est un piège, n'y va pas ». Medvedev y va, et du coup, il est complètement déconsidéré parce qu'effectivement, on est passé de protéger la population à changement de régime. Et alors maintenant, Medvedev devient plus excité que Poutine parce qu'il veut se rattraper de ce temps-là. Mais là, on a quand même manqué ces 2 rendez-vous dans lesquels l'ONU aurait pu jouer un rôle différent. Il y a un rendez-vous, pardon, je ne veux pas monopoliser la parole, mais il y a un rendez-vous qui a été sans doute aussi raté, une date qui est la proposition de François Mitterrand de confédération européenne, qui était donc à la fin de la guerre froide. Mitterrand propose ce qu'il appelle la Confédération européenne, qui prévoit de créer une structure politique souple dans laquelle il y aurait la communauté européenne de l'époque, les nouvelles démocraties, les pays à peine sortis du pacte de Varsovie, donc d'Europe centrale et orientale, et l'Union soviétique. Et c'est là que les Américains sont intervenus et l'ont saboté. Donc il y a eu un sommet à Prague qui a été un échec total, parce que
les pays d'Europe centrale et orientale ont dit mais nous, ce qu'on veut, c'est l'OTAN. On veut le parapluie américain, c'est le seul efficace. Et si vous étiez à notre place devant l'ours, c'est ce que vous voudriez. Et ça a échoué. Ce qui est drôle dans cette histoire, l'histoire est parfois bégaye, etc., c'est que dans quelques semaines, il va y avoir à Prague de nouveau, puisque c'est présidence tchèque en ce moment de l'Europe, le sommet de la communauté politique européenne, la CPE, proposé par Macron sur le modèle de la confédération de Mitterrand. Et on n'est pas encore sûr de qui est invité, mais l'idée, c'est que l'Union européenne crée une structure avec son entourage immédiat. Donc, vraisemblablement, les pays des Balkans, la Turquie, ça pose question, mais elle sera sans doute invitée. Va-t-elle venir? C'est pas évident. Les pays du ventre mou, Ukraine, Géorgie, Moldavie, et peut-être le Royaume-Uni, puisqu'il est aujourd'hui en dehors. Mais ça ne répond pas à toutes les questions stratégiques, mais c'est intéressant de voir que on peut réécrire l'histoire avec si cette confédération avait été créée en 1991. Alors vous avez tous parlé en fait des pays qui refusent, disons que les Occidentaux dictent l'agenda. Il y a aussi le terme de sanctions. Et tous ces pays, leur point commun, c'est d'avoir refusé de prendre des sanctions contre la Russie, parce que leur sentiment, quand même, c'est que les sanctions sont une arme occidentale qui s'est souvent tournée contre eux, dont ils ont été très régulièrement victimes. De l'autre côté, les Occidentaux ont dit « nous, on ne veut pas faire la guerre, donc comme on ne veut pas faire la guerre, on prend des sanctions ». C'est une façon de réagir. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu au bout de ce système? Est-ce que les sanctions... Et là, on voit que du coup, la Chine va acheter du gaz à la Russie en roubles, que l'Inde fait pareil, et que la Turquie va faire pareil. Pardon. Et donc, est-ce que, déjà, il n'y a pas le dollar? Est-ce qu'il est mis en cause comme monnaie internationale? Est-ce qu'il faut inventer autre chose que les sanctions pour s'adresser à ce Sud global? Alors, pour les Européens, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu les sanctions, qu'est-ce qu'ils auraient fait pour justement sanctionner la Russie? C'est-à-dire, je pense que c'était que dès lors que c'était clair que personne en Europe, et les États-Unis non plus, ne voulait faire la guerre à la Russie. C'est-à-dire qu'il s'agit de soutenir l'Ukraine, mais pas de faire la guerre à la Russie, parce que sinon le risque c'est la Troisième Guerre mondiale, enfin, c'est avec une dimension nucléaire qui fait un peu froid dans le dos. Et donc voilà, donc l'enjeu c'était on ne pouvait pas contrer la Russie par une intervention militaire directe, et il y avait effectivement cette arme des sanctions économiques. Et d'ailleurs avec une dimension qui concernait un certain nombre de secteurs énergétiques, de lieux d'échanges commerciaux, de transactions financières, mais aussi des sections ciblées sur un certain nombre d'acteurs, d'oligarques ou d'acteurs russes de premier plan. Alors c'est vrai que sur les sanctions, il y a tout un débat, même les Européens, même les Français, en fait, ont beaucoup de problèmes avec l'enjeu des sanctions, parce que la première puissance à avoir vraiment utilisé les sanctions, c'est les États-Unis. Et ils le font depuis 30 ans, je dirais, peut-être même plus. Ils le font notamment contre l'Iran, mais contre la Chine aussi, donc contre l'Europe. Voilà. Et donc, il y a eu finalement les sanctions, parfois, aux États-Unis, c'est notamment le Congrès qui vote assez régulièrement des sanctions. Ça peut être soit le président qui les décide, soit c'est le Congrès. Et quand c'est le Congrès, c'est beaucoup plus... C'est facile en général, il y a un consensus bipartisan sur un certain nombre de sujets. Contre l'Iran, tout le monde est d'accord très vite au Congrès des États-Unis pour sanctionner. Mais après, lorsqu'il s'agit de retirer des sanctions pour ouvrir le jeu, pour justement essayer d'aller vers un accord sur le nucléaire iranien en ce moment, c'est beaucoup plus difficile de retirer des sanctions que d'en voter. Et finalement, il y a eu, notamment sur le cas iranien, on peut s'y arrêter un peu, finalement, le Congrès des États-Unis, qui représente le peuple américain, mais pas plus, c'est beaucoup, mais c'est pas plus, finalement, pouvait voter des sanctions qui avaient un impact
financier, commercial et politique, y compris vis-à-vis de sociétés françaises ou d'autres sociétés européennes qui commerçaient avec l'Iran. Et il y a eu comme ça des sociétés françaises, entre guillemets, qui se sont fait prendre un peu la main dans le sac, mais a priori, c'était à partir de législation américaine et pas de législation ou de décision internationale. Donc, effectivement, le débat en France, le débat en Europe sur l'arme des sanctions, il est très vif finalement, et il y avait d'ailleurs eu le souhait de développer un dispositif, un mécanisme de transaction européen qui permettait aux entreprises européennes de commercer avec l'Iran en évitant finalement les sanctions américaines, mais ça s'est révélé trop compliqué, ça n'a pas marché. Donc l'enjeu des sanctions en tant qu'outil finalement, instrument géopolitique, d'abord, lorsque c'est des sanctions qui sont votées à l'échelon des Nations Unies, finalement, il y a une légitimité internationale et finalement, il y a donc une possibilité, il y a une légitimité politique à leur emploi. Lorsque c'est une puissance type les États-Unis ou alors, depuis peu, Union européenne, puisque l'Union européenne, effectivement, commence à adopter de plus en plus ce mode cet instrument finalement qui permet de peser sur un partenaire ou de peser sur un adversaire. De fait, c'est un instrument qui est très compliqué à gérer. Donc, pour le moment, on peut quand même penser que le bilan des sanctions européennes, effectivement, est très mitigé, c'est-à-dire qu'on voit que l'économie russe, sur certains critères macroéconomiques, continue à tenir le choc. Il semblerait que derrière, finalement, c'est un peu comme le village Potemkin, c'est-à-dire que derrière les statistiques officielles, il y a une réalité qui est beaucoup plus grave pour l'économie russe. Donc l'absence de microprocesseurs. On sait que les avions, c'est beaucoup des Airbus, comme depuis le 24 février, il n'y a plus d'approvisionnement en pièces détachées. Donc on cannibalise les Airbus pour faire voler ceux qui vont assurer les liaisons aériennes. Mais donc il y a petit à petit une diminution finalement de la capacité de production et de développement de l'économie russe. Donc, l'effet des sanctions, je pense qu'on peut pas en tirer un bilan déjà aujourd'hui. Il faut attendre là aussi le déroulement de la guerre. J'ajouterais, par rapport à ton intervention, Christophe, une question accessoire, additionnelle. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus pertinent, au lieu de prendre des sanctions occidentales et dire après aux autres, ça y est, on a décidé, faites comme nous, appliquez ce qu'on a décidé, de perdre un peu de temps à négocier avec d'autres pays, de prendre des sanctions au niveau de l'ONU et non pas occidentales, en demandant après aux autres de dire suivez-nous. Oui, je pense que les Européens, en même temps, ils étaient assez fiers d'eux parce qu'ils ont réussi quand même à voter un paquet de sanctions. Ils étaient prêts, quoi. Donc, ils ont pu les déclencher très vite. Et par rapport à l'Union européenne, quand on sait que parfois des décisions vont prendre des mois et des mois, il y avait quand même, ils ont pensé qu'il y aurait un effet de souffle finalement de ces sanctions et que ça contribuerait quand même à dissuader Vladimir Poutine, ou en tout cas, voilà, le discours des Européens, c'est vraiment de faire souffrir finalement l'économie russe, de faire souffrir les Russes aussi, pour qu'à un moment, le poids de la guerre finalement devienne tellement pesant qu'il change, finalement, il pèse aussi sur l'orientation de la Russie. Oui, les sanctions, à l'origine, c'est effectivement un instrument des Nations Unies qui ne vise pas à punir, mais à amener à la table de négociation et à convaincre. En réalité, ça n'a marché qu'une fois dans le cas de l'apartheid en Afrique du Sud. Aucune autre sanction n'a fonctionné par la suite. Alors, c'est vrai que les Européens, avant, transcrivaient les sanctions onusiennes, et aujourd'hui, ils se sont dotés d'un régime autonome de sanctions, mais qui, encore une fois, vise plus à punir qu'à prévenir ou amener à la table de négociation.
Et puis, effectivement, comme vous l'avez dit, on n'en sort jamais, on n'arrive jamais à les lever parce qu'il y a toujours des prétextes qui s'ajoutent. Et d'ailleurs, il y a eu des sanctions contre la Chine en 1989 à la suite des événements de Tiananmen. On ne les a jamais levés parce qu'ensuite, d'autres prétextes ont été invoqués. Alors, dans le cas de la Russie, effectivement, bon, le bilan est mitigé. Et on a beaucoup discuté sur Nations Unies, Union européenne, ce que c'était que ce qu'on appelle les smart sanctions, les sanctions intelligentes qui ne visent pas le peuple, mais les dirigeants qui pourraient changer d'avis. Poutine a lancé une guerre pour des raisons qui ne tenaient absolument pas en compte ni les conséquences économiques, ni la situation économique du pays. Les oligarques ont été sanctionnés. C'est pratiquement un coup pour rien. De toute façon, ils n'allaient plus venir en vacances en Europe et ils n'ont aucune influence sur Poutine. C'est Poutine qui, en fait, dicte leur position aux oligarques. Donc, en ce sens-là, ça n'a pas eu d'effet. Les sanctions sur l'énergie, on voit les conséquences qui peuvent être négatives sur le gaz, même si sur le pétrole, les choses ont été beaucoup plus faciles. Alors, les sanctions les plus efficaces, c'est celles que vous avez évoquées, c'est les sanctions sur la haute technologie, sur les microprocesseurs, parce qu'effectivement, ça peut avoir un effet sur l'effort de guerre russe, puisque il désosse les avions civils au profit d'avions militaires. Donc, il y a un certain type de sanctions qui fonctionnent et qui ne pénalisent pas nécessairement la population, même si c'est la population qui en souffrira. Alors là aussi, le problème, c'est pourquoi on adopte des sanctions. Beaucoup, si vous entendez les Américains, les Britanniques, c'est pour mettre l'économie russe à genoux. Or, les Européens, au départ, c'était pour inciter à revenir à la table de négociation. Donc, il y aura toujours cette ambiguïté sur les sanctions et elles ne peuvent pas fonctionner à 100%. Le problème, c'est que, encore une fois, on ne sait pas quoi faire. Parce que, point de départ, c'est dans la charte, je crois, c'est soit vous ne faites rien, soit vous faites la guerre, soit vous adoptez des sanctions. Mais il faut dire que parfois, c'est pour des raisons morales, pour donner satisfaction aux opinions publiques, sans que ce soit nécessairement efficace. Mais je n'ai pas la réponse. C'est vrai que les sanctions, au départ, elles sont censées avoir un effet dissuasif. C'est-à-dire, elles sont censées dissuader la personne qui a prévu de commettre une action de commettre cette action. Sur cet effet dissuasif, il est clair qu'elles ont été inefficaces. Je pense que sur le reste, elles commencent à l'être. Et elles commencent à l'être à plusieurs niveaux. Déjà, le fait même qu'on ait pu voter ces sanctions aussi rapidement en européen, encore une fois, c'est du jamais vu. C'est-à-dire, normalement, ces processus de négociation durent des mois et des mois. Là, on a réussi à voter 6 paquets de sanctions en l'espace de 4 mois. C'était quand même assez impressionnant. Il y a quelques pays qui ont voté les sanctions avec nous, notamment Singapour et le Japon. Et pour autant, le Japon, ça peut se comprendre parce qu'il y a une alliance assez proche avec les États-Unis, autant Singapour, c'est plus étonnant. Et la justification pour Singapour, elle est justement sur le fait que la Russie a violé l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Et c'est vraiment l'argument auquel il s'attache. Ça joue sur l'économie russe, parce qu'effectivement, les Indiens, les Chinois, les Turcs continuent d'acheter à la Russie, mais ils achètent à un prix qui est vraiment au rabais. Donc eux, c'est totalement dans leur intérêt économique de le faire. Pour la Russie, cette situation ne va pas être soutenable économiquement très longtemps. Elle ne l'est déjà pas, mais elle va encore moins l'être. Et donc, d'une certaine manière, Poutine, il joue la montre. Il sait que on est officiellement en automne, on s'approche de l'hiver, on a des préoccupations, nous, Européens, mais en fait le reste du monde aussi en matière d'approvisionnement et de capacité à diversifier ses approvisionnements si on se détourne totalement de la Russie. Mais en fait, lui-même va avoir des problèmes de capacité de production juste très simples. Et il est vraiment heurté par les sanctions. Il a décidé que la manière dont ça affectait sa population n'allait pas l'affecter lui. Peut-être que ça ne l'a jamais affecté. En tout cas, là, il joue la politique de la terre brûlée. Je ne crois pas que ce soit soutenable très longtemps. La question qui se pose pour nous, c'est qu'on voit bien déjà que cette unité qu'on a réussi à tenir les 6-7 premiers mois de la guerre, elle commence à s'effriter. La Hongrie a d'ores et déjà dit qu'elle n'aurait pas envie de voter un 7e paquet de sanctions. En tout cas, qu'elle allait le négocier. Elle a réussi à faire enlever un certain nombre de personnalités russes de la liste des sanctions, dont le fameux patriarche Kirill.
Il y a les élections italiennes ce dimanche. La personne, Giorgia Meloni, qui est quand même une personnalité d'extrême droite, dont on suppose qu'elle va remporter les élections et être appelée à nommer un gouvernement, appelle aussi à lever les sanctions contre la Russie. Donc on va voir un certain nombre d'États qui vont commencer à jouer ce jeu. Donc il va falloir qu'on soit, je pense, assez vigilant, qu'on continue à le justifier. Je pense que ça joue économiquement sur la Russie et que là encore, c'est un instrument qui est important pour les Européens parce que c'est l'instrument de la puissance économique. Et ça va rester un instrument assez majeur pour les Européens. Oui, sauf que ça soulève un problème qui est celui de la légitimité. Je veux dire que les sanctions, elles ont été introduites dans l'arsenal international à l'époque de la SDN, dont je parlais tout à l'heure. Et c'était explicite à l'époque, c'était dit comme ça, avec les sanctions économiques, les guerres seront impossibles. Bon, ça n'a pas marché, c'est clair. Mais au moins, il y avait une légitimité dans la prise de sanctions. Par la suite, le Conseil de sécurité, par exemple, les sanctions contre l'Iran avant 2015, donc avant la signature de l'accord nucléaire, étaient des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Trump retire les États-Unis de l'accord nucléaire et impose des sanctions qui, à ce moment-là, sont des sanctions unilatérales américaines. Est-ce que ces sanctions sont légitimes ? Franchement, moi, je réponds non. J'ai aucune sympathie pour le régime iranien, mais les sanctions unilatérales américaines de Trump qui se retire d'un accord qui avait été unanimement approuvé ne sont pas légitimes. Et donc, qui décide de la légitimité des sanctions ? L'Europe, c'est très bien, elle veut être une puissance, et j'approuve. Et d'une certaine manière, elle avait des raisons de décider des sanctions dans les jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine, parce qu'on n'a pas d'autres outils à notre disposition, vu qu'on ne veut pas faire la guerre. Mais quelle est la légitimité de l'Union européenne de prendre des sanctions et demain, qu'est-ce qui empêchera d'autres puissances demain, pourquoi pas, l'Arabie saoudite nous sanctionnera parce qu'on aura une loi sur le voile. Voilà, des choses, on peut... je veux dire, le problème de cette légitimité des sanctions, il est au cœur du problème et c'est insoluble. À partir du moment où la cible des sanctions est un membre permanent du Conseil de sécurité qui a le droit de veto, il n'y aura pas de sanctions des Nations Unies et donc les sanctions deviennent unilatérales, donc à la légitimité fragile. Je pense qu'on est dans une contradiction totale. Surtout que l'idée de sanction, c'est qu'il y a un maître et un élève. Et c'est ça qui est rejeté, c'est au nom de quoi vous décidez de nous sanctionner comme si nous étions vos objets. Voilà, merci pour ce tour de table. On va maintenant passer aux questions ou interventions de la salle. Je vous demande chacun juste de vous présenter et soit de faire une brève déclaration, pas une intervention, ou si vous posez une question, de dire à qui vous la posez. Et en étant bref pour qu'il y ait le plus de prise de parole possible. Alors, moi je vois rien, mais il y a quelqu'un qui doit... Oui, mais j'ai pas les micros, donc voilà. C'est... Voilà. Oui. Ça marche ? Oui, bonjour, merci pour vos interventions. J'ai une question qui me trotte en tête depuis tout à l'heure. C'est suite à une... Alors, je me présente, Alexandre Bouineau, je suis enseignant en histoire dans un lycée Europe à Cholet. Il y a quelques mois, dans le cadre de la formation continue, j'ai pu entendre Thomas Gomard, donc, qui a écrit le livre « Les guerres invisibles ». Et Thomas Gomard a fait une réflexion, moi, qui me trotte en tête depuis un petit moment, où il a expliqué qu'à partir du moment où Poutine avait décidé de bombarder Kiev, qui était la mère patrie, quand même historique, de la Russie, ça montrait qu'il y avait une fuite en avant de Vladimir Poutine qui était très inquiétante. Et là, on dit, depuis tout à l'heure, vous avez un débat qui est très intéressant, mais moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est le côté irrationnel de Vladimir Poutine à l'heure actuelle. Puisque vous-même, Pascal Boniface, vous avez dit qu'il y a un an, quand les diplomates ministres expliquaient qu'une invasion russe semblait improbable, qu'on entend Vladimir Poutine à l'heure actuelle qui parle également de l'arme nucléaire, on peut quand même se poser des questions.
Et avant de s'interroger sur le nouvel ordre mondial après la guerre en Ukraine, j'ai envie de dire, pour reprendre les propos de Pierre Aski, que la guerre en Ukraine n'est pas finie. Et je pense, le positionnement de Vladimir Poutine est très inquiétant. Donc, est-ce que son côté irrationnel à l'heure actuelle, en tout cas moi je l'estime comme cela, mais n'est pas inquiétant pour la suite des projections géopolitiques? On va laisser Sylvie Berman, qui est la personne qui le connaît le mieux à cette table, répondre. En même temps, tout le monde disait en Russie que Poutine, c'était une boîte noire. Donc, personne ne sait exactement ce qu'il a en tête. On connaît malgré tout un certain nombre de ses obsessions. Il n'est pas irrationnel. Il a sa propre logique. Cette guerre était totalement déraisonnable, en dehors d'être choquante, de violer toutes les normes internationales. Et aujourd'hui, face à des échecs militaires, il est effectivement dans une fuite en avant, dans les menaces, en particulier le chantage nucléaire. Mais je ne pense pas que ce soit un fou, et je ne pense pas, il sait ce qu'est la dissuasion. Je ne pense pas qu'il les utilisera. Alors, je parle de l'arme nucléaire en général. Je ne sais pas pour les armes nucléaires tactiques, mais encore une fois, il n'y a pas de moyen de l'arrêter. C'est-à-dire, il est logique d'aider les Ukrainiens à se défendre, ce qui est quand même le cas en grande partie de la part des Américains, mais de la part des Européens également. Et ça fonctionne plutôt bien. Mais effectivement, il a une réaction de colère pour le moment, un sentiment d'humiliation qui est effectivement très préoccupant aussi, parce que l'humiliation, c'est pas seulement vis-à-vis du monde occidental, parce qu'il a assumé d'une certaine manière la rupture, mais c'est par rapport à sa propre population. Et aujourd'hui, il est pris entre le marteau et l'enclume, dans la mesure où il a non seulement une opposition dans la rue de populations qui n'ont pas envie d'aller mourir pour le Donbass. Et de l'autre côté, il a une aile nationaliste, extrémiste, qui le pousse à intervenir davantage et faire une guerre totale et une mobilisation générale. Donc, on ne va pas nier que c'est une situation extrêmement préoccupante, mais encore une fois, même s'il a sa propre logique, je ne pense pas que le terme soit irrationnel. Déraisonnable, oui. Irrationnel, non. Oui, peut-être deux éléments de précision aussi. Finalement, le fait qu'on se focalise comme ça sur Poutine, est-ce qu'il est fou ou pas, en gros, pour aller vite, ça montre bien l'absence de contre-pouvoir. Ça montre bien l'absence d'autres institutions qui permettraient de vérifier que le chef de l'État n'est pas en mesure d'entraîner son pays dans une aventure terrible. Et pour faire un parallèle justement avec un autre dirigeant dont on se demandait s'il n'était pas un peu fou, c'était Trump. On a vu quand même toute une structure finalement militaire, politique aux États-Unis qui le retenait par la bride et qui finalement on ne sait pas jusqu'où ça a pu éviter le pire, mais enfin, en tout cas, il était sous surveillance, il était sous contrôle et il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Et le deuxième point, c'est peut-être... donc voilà, c'est cette pyramide du pouvoir, cette verticale du pouvoir en Russie qui est quand même tout à fait stupéfiante. C'est sans doute celle qu'on retrouve en Chine aussi, même s'il y a des instances un peu parti communiste. Enfin bon, mais je pense que Xi est vraiment le grand patron. Le deuxième point, plus que irrationnel, je trouve qu'il est très idéologique, quoi. En fait, il a été poussé dans cette fuite en avant par une construction de ce qu'était finalement l'histoire de la Russie, qui a été développée par un certain nombre d'historiens, enfin d'idéologues russes. Et donc, c'est plus ce piège finalement de la Novorussia, voilà, comme quoi Kiev, c'était la mère patrie, qui fait qu'il s'est précipité dans cette guerre, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que les Ukrainiens, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit combien les Ukrainiens s'attachent aujourd'hui à déconstruire justement ce discours russe et dénoncent un peu cette vision russe finalement hégémonique comme impérialiste en fait. Oui, je crois en fait que c'est une guerre du Covid.
parce que Poutine s'est complètement enfermé, il ne parlait plus à personne, il avait avoué à un moment qu'il avait peur des maladies contagieuses, et la première fois qu'il était sorti dans Moscou, d'ailleurs, c'était en tenue qu'on dit NRBC, contre les armes radiologiques, bactériologiques et chimiques. Il n'avait plus d'activité internationale, il devait célébrer le 75e anniversaire de la victoire de ce qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique, où Trump était d'ailleurs invité, avait accepté. Je ne sais pas si son administration l'aurait laissé aller. Le président de la République était invité, Xi Jinping et un certain nombre d'autres personnalités. Et je pense que s'enfermant et se piquant d'histoire, effectivement, sur la grande histoire russe, sur les tsars russes, en commençant d'ailleurs par Ivan le Terrible, mais surtout Pierre le Grand, Catherine II et Staline. Moi, j'ai vécu en Union soviétique il y a 30 ans, à l'époque de la perestroïka de Gorbatchev. Staline était honni, c'était un personnage tabou. Là, il a été complètement réhabilité parce que c'était un vainqueur. Et donc, Poutine, qui avait quand même des contacts avec quelques libéraux, qui avait des contacts internationaux, ne serait peut-être pas allé à cette guerre. Mais cet enfermement à la fois psychologique et physique, et cette espèce de... enfin bon, plus la paranoïa vis-à-vis de l'Occident, mais tout ça s'est renforcé quand tout seul, il a commencé à écrire des articles sur les Ukrainiens, les Russes, le même peuple. Mais en même temps, c'est un homo soviéticus, c'est un soviétique, il a 70 ans bientôt, comme beaucoup d'autres, et ils ont la nostalgie de ce qui était un grand pays. Et beaucoup, même la prix Nobel de la paix, qui est Alexievitch, disait dans son livre La mort de l'homme rouge, quand elle interviewait les gens, beaucoup disaient « nous étions un grand pays ». Et pour quelqu'un qui a été un serviteur de ce grand pays à la tête du KGB, avant de l'être du FSB, c'est quelque chose qui, effectivement, est intolérable. Mais qu'il n'aurait pas eu le temps de faire s'il avait continué à avoir des relations avec le monde entier, et y compris en interne. Parce que, par exemple, Koudrine, qui est à la tête de la Cour des comptes aujourd'hui, qui avait été évoqué comme possible Premier ministre en 2018, et lui, pour le coup, un libéral, il était à la tête d'un think tank libéral, mais il connaissait bien Poutine. Et il dit, on ne peut plus lui parler aujourd'hui. On va passer de ce côté-là. Allô ? Oui. Bonjour Jean-Luc, merci pour vos interventions qui sont très intéressantes et enrichissantes. J'aimerais savoir s'il est possible de supprimer le siège au Conseil de sécurité à l'ONU de la Russie, et est-ce que c'est quelque chose que les États recherchent ou envisagent ? Merci. Alors, il faudrait l'accord de l'unanimité du Conseil de sécurité pour supprimer, pour changer la charte. Et donc, c'est impossible. C'est QFD. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut recréer quelque chose. Parce que, mais vous savez, déjà, ça fait, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on parle de réformer le Conseil de sécurité, puisque l'idée est de le rendre plus représentatif de la planète. Donc, d'avoir 1 ou 2 sièges africains, d'avoir le Brésil pour l'Amérique latine, d'avoir l'Inde, le Japon qui cogne à la porte, etc. Ça n'a jamais été possible depuis 20 ans parce qu'il y a toujours un des membres permanents qui refuse. La Chine ne veut pas voir entrer le Japon, etc., etc. Et donc, cette règle de l'unanimité et du droit de veto, qui était une garantie qu'avaient exigé les grandes puissances à la fin de la guerre, en disant OK, on va créer une organisation qui aura des pouvoirs plus importants que la SDN, qui pourra envoyer des armées de casques bleus, etc., etc. Mais on veut des garanties que, en cas de problèmes qui touchent à nos intérêts fondamentaux, on puisse se protéger. Et donc le droit de veto a été inventé pour ça. Et il est devenu, avec le temps,
un facteur paralysant de la vie internationale. Et surtout, il a été détourné de son but par les grandes puissances qui ont protégé leurs clients. Les États-Unis empêchent les condamnations d'Israël sur la question palestinienne. La Chine ne veut évidemment pas qu'on touche au Tibet, aux Ouïghours ou à la Birmanie, par exemple. Et la Russie a utilisé je ne sais pas combien de fois son veto sur la Syrie. Donc, voilà, la question que vous posez est légitime. Elle est, hélas, impossible. On va repasser par là. Quelqu'un a le micro? Il y a les lycéens qui poussent leur prof à poser une question, là, apparemment. Bonjour, merci. Là, votre statut est en jeu. Bonjour. À propos d'un scénario nucléaire tactique, est-ce que Poutine pourrait faire une explosion nucléaire à 600 mètres de haut au-dessus de la zone contaminée de Tchernobyl? C'est-à-dire il n'y aurait aucune victime, l'arme serait de faible énergie, genre 3-4 kilotonnes, missile Iskander par exemple. Sur la zone contaminée de Tchernobyl, donc 0 mort parce qu'il n'y a personne, la radioactivité serait faible sur une zone déjà contaminée. Par contre, le signal serait tellement fort que l'Occident aurait très très peur. Merci. On va lui transmettre. En fait, les Américains avaient pensé ne pas bombarder Hiroshima, mais faire une démonstration au large de la baie de Tokyo. Et ils se sont dit non, ça suffira pas pour impressionner. Il faut quand même taper, quoi. Donc, je pense que c'est l'un ou l'autre, mais il y a peu de chances que ça soit une solution Mediantara. Votre question est très spécifique, mais je pense qu'elle est reliée à celle de l'irrationalité ou de la rationalité qu'on a posée tout à l'heure. Moi, je suis d'accord, je ne crois pas que Poutine soit irrationnel. Et d'ailleurs, on s'est nous-mêmes beaucoup fourvoyés dans cette espèce de lecture dans le Marc Café de s'il est rationnel ou irrationnel. Ce qui est intéressant, le début mars, le chef d'état-major des armées en France avait publié cet entretien dans Le Monde où il a dit on a refusé de croire qu'il pouvait envahir parce que ça n'avait aucune rationalité, selon nous. Et donc, j'entends ce que vous dites, mais honnêtement, premièrement, on n'a pas la réponse. On a quand même du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête de Poutine de toute façon. Peut-être un autre élément sur cette histoire de rationalité et ce qu'il pourrait le faire agir, la nouvelle guerre froide qu'on a mentionnée aussi un certain nombre de fois dans ce débat, elle se joue quand même, si elle se joue entre les États-Unis et la Chine. Et là-dedans, évidemment, la Russie est un acteur marginalisé. Et je pense que ça lui déplaît assez fortement. Évidemment, la question du statut est importante pour lui. Mais moi, je rejoins Pascal. Je crois que s'il avait envie de faire quelque chose... Enfin, tous les massacres qui ont été commis depuis le début de cette guerre sont des massacres très réels qui touchent les civils, qui sont assez effrayants. Et il y a quand même une volonté de terroriser là-dedans. Je ne crois pas que l'idée, ce soit d'épargner qui que ce soit, malheureusement. Oui, on n'est pas dans la tête de Poutine, effectivement, pour savoir, mais le fait qu'il agite cette menace, c'est quand même effectivement très, très, très choquant. C'est quand même, s'il devait recourir à une arme tactique, même de petite puissance, c'est ce que vous semblez dire, ce serait quand même un tabou énorme qui serait brisé. Ce serait la première fois depuis effectivement l'usage contre le Japon en 1945. Donc ce serait politiquement sûrement extrêmement coûteux pour Vladimir Poutine. Et dans tous ces réflexions qu'on avait sur... Pour le moment, finalement, il y a une grande partie du monde qui ne suit pas les Occidentaux. Sans doute que là, il y aurait quand même un effet de basculement très fort. Peut-être pas très durable, mais enfin, ce serait quand même extrêmement choquant. Et puis l'Inde, un pays comme l'Inde... Voilà, c'est ça. Ouais, se sentirait aussi certainement... Alors, on va revenir par là, parce qu'il y a une très forte pression populaire pour qu'il y ait une question. Merci. Ça marche là ?
Merci, monsieur Boniface. Je suis ravi de poser une question que je n'ai pas encore en tête. Je vais la formuler au fur et à mesure. Non, mais nous, en géopolitique, on est vraiment sur la question de la gouvernance à différentes échelles, hein, au niveau étatique, au niveau européen et au niveau mondial. Alors, monsieur Aski, vous avez parlé de la gouvernance au niveau mondial. Est-ce que c'est pas une opportunité pour l'Europe pour refonder cette gouvernance à l'échelle européenne, au niveau de la communauté européenne de défense, par exemple, que ce soit au niveau du soft power, au niveau militaire, quoi. Alors, c'est... Bravo. On voit votre popularité quand même. Hein, oui. C'est une excellente question. Ça va me permettre de revenir sur des choses qui ont été dites, et notamment par Pascal dans son discours, avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. C'est que je pense que, premièrement, c'est vrai que l'Europe a fait en 7-8 mois plus de chemin qu'au cours des 20 années précédentes en matière de prise de conscience de sa nécessité de devenir une puissance politique, et qui était une obsession française ou une lubie française il n'y a pas si longtemps, et qui est aujourd'hui communément acceptée par, disons, une partie non négligeable de l'Europe et assumée par la Commission. La deuxième chose, c'est que est-ce que pour autant, comme l'a dit Pascal, ce sont les États-Unis les vainqueurs parce que c'est eux qui ont pris l'initiative? On sait très bien qu'on n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu les Américains dans l'aide à l'Ukraine, parce que c'est eux qui sont moteurs et qui sont les plus actifs et les plus engagés. Et est-ce que surtout la fiabilité des États-Unis est aujourd'hui assurée éternellement? La réponse est non. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une seule personne en Europe qui peut penser que ce qui s'est passé avec Trump il y a quelques années ne peut pas se reproduire demain? Oui, et on n'est pas à l'abri dans quelques semaines seulement, à peine, avec les élections de mi-mandat qui ont lieu début novembre, de voir des États-Unis qui vont rentrer dans une phase extrêmement compliquée si les républicains trumpiens prennent le contrôle du Sénat, voire des deux chambres. On sait qu'aux États-Unis, on ne rentre pas en conflit, on n'envoie pas des armes, on ne donne pas de l'aide économique sans un vote du Congrès. Il n'est pas dit, même s'il y a aujourd'hui un soutien républicain aussi à l'aide à l'Ukraine, il n'est pas dit que tout ça soit un fleuve tranquille, et que dans 2 ans, lors des élections présidentielles, on n'ait pas Trump lui-même ou un Trumpien comme président des États-Unis. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un Européen, il n'y a pas un Taïwanais, il n'y a pas des gens qui réfléchissent à ces questions dans le monde qui ne se posent pas la question de savoir si le parapluie américain, qui est aujourd'hui redevenu efficace peu de temps après la débâcle de Kaboul, grâce à l'intervention en Ukraine, si ce parapluie américain est toujours valable ou pas. Donc, moi, si j'étais un dirigeant européen, ce que fort heureusement je ne suis pas, je me poserais cette question et je me dirais, OK, l'OTAN, c'est formidable, requinqué, etc. Mais la défense européenne, ça ne peut pas être de se reposer sur les lauriers américains. Ça doit être aussi notre préoccupation, notre souci et notre priorité aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ce que la guerre d'Ukraine a changé, c'est qu'on sait aujourd'hui que la défense européenne, elle passe par l'OTAN. Il n'y a pas un pays européen aujourd'hui qui est prêt à renoncer à l'OTAN, même la France. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un pays européen aujourd'hui qui est capable de dire ouais, l'OTAN, c'est pas très sérieux et on n'en a pas besoin. Voilà, le contexte stratégique est celui-là. Donc, mais à l'intérieur de l'OTAN, ça ne veut pas dire que le pilier européen de l'OTAN ne deviendra pas le centre de gravité de la défense européenne. Et c'est d'autant plus le cas qu'aujourd'hui, à quelques rares exceptions près, grâce à l'adhésion de la Suède et de la Finlande, en fait, les deux se confondent. C'est-à-dire que je crois qu'il ne reste plus en dehors de l'OTAN
que l'Autriche, Malte, Chypre et l'Irlande. Donc 4 pays qui ne sont pas d'un poids déterminant sur les questions de défense. Et en fait, la question de la défense européenne, elle se pose aujourd'hui à l'intérieur de l'OTAN, qu'on l'aime ou pas. Ah mais bien sûr, et c'est pour cela que le fait qu'il puisse y avoir un président américain, de nouveau Trump, c'est tout à fait possible, mais ça n'empêche pas les Européens de ne pas réellement le prendre en compte en mettant tous les œufs dans le panier de l'OTAN. Et donc ils seront pris à rebours, mais de même que je trouve qu'on aurait pu penser finalement les Russes sont pas très dangereux, c'est pas la peine d'augmenter les dépenses militaires, on les augmente quand même. Et le fait de dire oui, bien sûr, il y a un président américain complètement isolationniste qui peut revenir, mais néanmoins, tous les pays européens se disent il n'y a pas de salut en dehors de l'OTAN. Et ceux qui pensaient un peu différemment n'osent plus le dire, de peur d'être balayés. Mais il n'y en a plus qui pensent différemment. Si tu étais balte, polonais, roumain, tu te dirais, et allemand, tu te dirais... Mais donc, ça veut bien dire que pour eux, l'idée d'une autonomie européenne est morte parce qu'elle doit, cela dépendre des États-Unis. Enfin, bon, non, alors, non, moi je suis plutôt d'accord avec Pierre. Je pense que les esprits ont évolué. Et ce qui paraissait avant comme une lubie française avec l'Europe puissance, maintenant accepte de concevoir la souveraineté européenne ou l'autonomie européenne. Ça prendra, à mon avis, des années. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, le Danemark, qui avait une exemption sur la défense européenne et qui est membre de l'OTAN, a décidé de lever cette exemption et de rejoindre la défense européenne. Il ne faut pas oublier que Trump, le jour de l'invasion de l'Ukraine, a déclaré que ce qu'avait fait Poutine était génial. Donc, effectivement, on n'a pas de garantie en ce qui concerne l'Union européenne. Et là où je diffère un peu avec Pierre, c'est-à-dire le pilier européen de l'OTAN, pour avoir assisté à des réunions Union européenne, c'est-à-dire Comité politique et de sécurité et Conseil atlantique, les Américains sont extrêmement dominants dans cette enceinte. Donc je crois qu'il faut continuer à développer la défense européenne. Ça va prendre longtemps. Ce que disait Florence Parly, ancien ministre de la Défense, c'est que l'article 5 de la sécurité collective ne voulait pas dire l'article F-35, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas augmenter les F-35 américains qui ont acheté les Allemands aussitôt qu'ils ont décidé d'augmenter leur budget de défense. Mais c'est aussi parce que pour le moment, bon, c'était sur étagère, il n'y a pas d'autre moyen. Je crois qu'il y a une idée qu'il faut aujourd'hui davantage développer la base industrielle et technologique européenne de la défense. Donc je pense que même si l'OTAN aujourd'hui est essentielle, ce n'est pas complètement incompatible avec la défense européenne. Mais il y a une chose intéressante, c'est qu'après l'affaire AUKUS, Joe Biden, après un appel téléphonique avec Emmanuel Macron, a fait une déclaration ou un communiqué en disant que les États-Unis soutenaient la défense européenne en complémentarité avec l'OTAN. C'est-à-dire qu'ils ne voient plus ça comme avant, comme une menace des Français pour tuer l'OTAN ou pour aboutir à un découplage avec les États-Unis, mais quelque chose qui peut d'ailleurs aussi intéresser les États-Unis si un jour il y a une crise qui ne les concerne pas du tout et où ils ne veulent pas intervenir. Pourquoi ils sont intervenus là? Parce que c'est la Russie. Et pourquoi la Russie? C'est parce que c'est un partenaire de la Chine qui est leur ennemi principal. Donc c'est leur intérêt aussi d'affaiblir la Russie. Mais il peut y avoir d'autres crises dans les Balkans ou ailleurs qui ne les intéresseront pas, mais qui auront des conséquences dans l'Union européenne. Et donc l'idée, bon, peut-être est un peu ralentie par les circonstances actuelles, mais je pense que ça fait vraiment son chemin. J'espère que vous avez raison. En tout cas, vous voyez que votre question soulève beaucoup de réponses. Monsieur Tara et Jean-Christophe veulent également réagir. Très rapidement, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer quand même le changement de mentalité pour les Européens. S'assumer comme un acteur global, comme un acteur qui a une vraie vocation internationale, je crois que ça nous semble un peu évident aujourd'hui. Ce n'était pas du tout si évident au départ. On le sait, l'Europe, c'était un géant économique, un nain politique. Alors vous imaginez, si c'est un nain politique, quel type d'ambition elle aurait pu avoir dans la géopolitique? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'OTAN reste assez essentielle, mais Sylvie Berman l'a dit,
Le Danemark a fait le choix de revenir dans les coopérations de défense européennes à travers un référendum. Elle avait fait le choix il y a 30 ans tout pile d'en sortir. Ce choix-là, il est assez intéressant alors même qu'elle était dans l'OTAN. Alors, le Danemark aurait pu considérer que c'était suffisant d'être dans l'OTAN. Le message politique qui a été envoyé est quand même un message plutôt d'engagement supplémentaire. À cela, il faut ajouter, effectivement, on l'a dit, le scénario élection présidentielle aux États-Unis en 2024 avec un Trump qui revient ou un candidat type Trump, peut-être encore plus radical que Trump, dans les idées que Trump avait et que ses candidats ont, il y a celle que les États-Unis se retirent de l'OTAN. C'est quelque chose que Trump a très sérieusement considéré quand il était président. Il en a été dissuadé parfois à la toute dernière minute par ses conseillers, ce qu'on appelait les adultes dans la pièce. S'il est réélu là, il aura une légitimité qui fera qu'il n'aura pas besoin d'avoir des adultes dans la pièce. Ou en tout cas, les adultes dans la pièce penseront précisément comme lui. Le scénario d'un retrait américain de l'OTAN, qui semblait assez délirant avant, il n'est pas si délirant. Et il est clair que si les États-Unis se retirent, l'Amérique du Nord, c'est 80% du budget de l'OTAN, donc ça comprend le Canada aussi. Si ce scénario se réalise, et le Canada est quand même une partie minoritaire de ce budget-là, c'est des dépenses militaires, absolument. Ça va poser un vrai problème de sécurité. L'OTAN, c'est censé être aussi un instrument de dissuasion. Donc tous ces éléments-là, ils sont à prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une dissuasion européenne demain. Il y a une discussion qui est en cours sur ce qu'on pourrait faire en tant qu'Européens, mais franchement, ça avance à pas d'escargot. Mais au moins, la discussion a lieu et les Européens sont prêts à s'assumer. Cette discussion, elle aura lieu dans un premier temps au sein de l'OTAN, mais aussi au niveau des institutions européennes. On a déjà une agence européenne de défense. Il faut qu'on construise une base industrielle de défense qui soit beaucoup plus forte. Il faut qu'on s'inspire un peu des difficultés qu'on a, c'est-à-dire l'avion du futur qu'on est en train de construire avec les Allemands et les Espagnols. Il n'avance pas beaucoup, c'est très long, c'est très compliqué. Peut-être que ce sont des projets qu'on est censé mettre derrière nous et essayer d'en construire de nouveau avec de nouveaux partenaires aussi. Et de construire cette base qui permettrait de ne pas forcément acheter américain. Oui, vraiment, juste un petit ajout, et je suis en phase avec beaucoup de choses qui ont été dites. Non, c'est juste signaler deux mots qu'on entend beaucoup plus aujourd'hui dans le vocabulaire européen, et notamment si vous écoutez Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, mais ça peut être d'autres commissaires aussi, c'est le mot autonomie et le mot souveraineté. Et c'est quand même une évolution majeure. Et effectivement, ça fait 1 an, 2 ans. Ça a été accéléré par la crise du Covid, où on s'est rendu compte que tout un tas de médicaments, enfin de base, finalement, on ne les avait pas en Europe. Ça a été accéléré par les différentes crises économiques de ces derniers temps. Et la guerre en Ukraine, finalement, est venue aussi renforcer cette idée d'autonomie stratégique, alors qu'on ne voit pas trop sur les questions de défense et de sécurité en ce moment parce que l'OTAN est omniprésente, mais sur tout un tas d'autres déclinaisons, que ce soit les enjeux énergétiques, les enjeux industriels, avoir des capacités dans le domaine numérique aussi qui soient proprement européens, les fameux investissements sur l'hydrogène et tout ça. L'enjeu, c'est que les Européens aient sur place, en Europe, des éléments qui leur permettent de compter sur eux-mêmes et de ne pas dépendre en permanence des autres. Donc voilà, autonomie, souveraineté, et essayer de les repérer dans les prochains discours, vous les entendrez. Merci, on arrive au terme de ce débat pour laisser la place au suivant. Je remercie les 4 intervenants de ces échanges très riches. Merci au public pour votre participation. Et donc, rendez-vous à 18h30 pour une signature.